Bienvenue dans le débat sur France 24. En Iran, les manifestations se poursuivent dans de nombreuses villes du pays. Elles n'ont pas cessé depuis le décès de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour port de vêtements non appropriés. Des femmes ont jeté leur voile dans les flammes dans une ville au nord-est de la capitale, à Sari. Au total, selon les ONG, au moins 31 personnes sont mortes dans des affrontements avec la police, 17 selon la télévision d'État. La répression ne faiblit pas en ce 6e jour de protestation. Les autorités ont bloqué l'accès à Instagram et à WhatsApp. Washington sanctionne maintenant la police des mœurs iranienne. Alors que révèlent ces manifestations de la société iranienne? Pourrait-elle venir à bout d'un régime préoccupé par la succession du guide suprême, Ali Khamenei? La répression sert-elle le régime dans un Iran qui reste influent au Liban, en Irak ou encore en Syrie? Eh bien, on va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rezvan Zahedi. Bonsoir. Vous êtes photographe iranienne, réfugiée politique en France depuis 2015. Et votre travail artistique porte d'ailleurs sur le corps des femmes. Bienvenue à vous. En face de vous, Farid Vahid. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Bienvenue à vous également. En face, David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Chercheur associé à l'Institut de recherche internationale et stratégique. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et vous avez co-dirigé l'ouvrage La République islamique d'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments aux éditions L'Harmattan. Bienvenue David Rigoulet-Rose dans le débat. En face de vous, on la connaît tous, bien sûr, Mariam Pirzadeh, notre ancienne correspondante en Iran, journaliste à France 24, donc bien sûr spécialiste de l'Iran. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Vous pouvez tous réagir sur les réseaux sociaux, #débat F24. Mahsa Amini, on le sait maintenant, c'était une jeune Iranienne originaire du Kurdistan. Et c'est la police des mœurs en Iran qui l'a arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour port de vêtements inappropriés. Il s'agit d'une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran. Mahsa Amini est morte 3 jours après à l'hôpital. Alors quel est le rôle de cette police des mœurs? Bilal Tarabé. Sur cette vidéo, les 2 femmes voilées de noir font partie de la police des mœurs iranienne. Elles essayent d'obliger la femme voilée en rouge à s'asseoir. Son amie au voile vert tente de l'aider. La femme désormais au sol crie « Cela fait 30 ans que vous nous oppressez ». Sur cette autre vidéo, cette fois c'est une foule qui tente de s'interposer entre la police des mœurs et une femme non voilée pour empêcher son arrestation. Il y a sur Internet des dizaines de vidéos d'altercations entre la population iranienne et la police des mœurs, relayées par des journalistes iraniens et des ONG. Créée au lendemain de la révolution islamique, la police des mœurs est appelée dans le pays Gasht et Ershad, c'est-à-dire patrouille d'orientation. Son rôle est de vérifier que les femmes respectent les règles vestimentaires en vigueur, les cheveux couverts, l'interdiction de porter des manteaux courts, des pantalons serrés ou bien des jeans troués. La police des mœurs est plus ou moins puissante en fonction du président en place, modéré ou conservateur. Elle patrouille en voiture conduite par des hommes, les femmes étant chargées des arrestations. La mort de Mahsa Amini a relancé la colère de la population contre cette police. J'ai peur quand je la vois. La police des mœurs ne devrait pas exister. La police des mœurs devrait être définitivement supprimée parce que son comportement avec nous n'est pas correct. Fait rare, un député iranien a exprimé à une agence de presse ses critiques. La police des mœurs n'obtient aucun résultat sauf causer des dommages au pays. Le principal problème, c'est que certaines personnes ne veulent pas voir la vérité. Selon une ONG iranienne pour les droits humains, la police des mœurs présente à la justice plus de 16 000 femmes par an pour non-respect des règles vestimentaires, mais aussi lorsqu'elles se promènent avec un ami. Mariam, vous connaissez cette police pour avoir passé vraiment du temps en Iran. Elle symbolise quoi finalement? L'arbitraire, c'est ça? Et ça change, elle est de plus ou moins répressive en fonction, en ce moment peut-être plus, parce que c'est Raïssi qui est au pouvoir. En fait, elle est symbolisée par les vannes blancs qu'on voit de loin. Et dès qu'on voit un van blanc, on réajuste son foulard, on va redescendre les manches de son manteau, le fermer. Et on les voit
peu plus souvent au moment des températures estivales, parce qu'il fait très chaud à Téhéran, 40 degrés, et donc on a tendance à se dévêtir, et donc là, effectivement, elles patrouillent davantage. Sous Hassan Rouhani, moi je vais parler de ce que je connais, parce que j'ai vécu en Iran sous Hassan Rouhani, justement, consigne avait été donnée, consigne tacite, de les rendre moins visibles, ces Gasht el-Ershad. Et effectivement, on les voyait moins. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi, au contraire, c'est un virage à 180 degrés, il faut appliquer la loi islamique, il faut remettre les femmes dans le droit chemin et qu'elles referment les manteaux, qu'elles réajustent les voiles, parce que c'est vrai qu'en pratique, à Téhéran, le voile, il tombe de plus en plus. Rezvan Zaidi, vous avez été exilé, donc vous avez été arrêté, vous, par la police des mœurs, là-bas? Oui, bien sûr. Je pense que, pas sauf moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes iraniennes qui ont cette expérience, même pour une fois dans leur vie. Et vous, ça vous est arrivé? Oui. Et quand elles vous arrêtent, elles vous emmènent au poste, donc comment ça se passe? La première fois que c'est Gasht el-Ershad qui m'a arrêté, c'était fin de l'âge de 19 ans. Ils ont arrêté, ils m'a ramené chez eux et ils ont fait un dossier pour moi. Et après, c'est l'autre c'est eux qui m'a envoyé à tribunal pour faire le dossier, pourquoi j'avais un voile coloré et un manteau un petit peu court. Et j'étais obligée d'expliquer devant le juge que moi, je ne suis pas coupable, même que c'est eux qui avaient vraiment forcé sur moi que tu as cassé la loi et ça, ce n'est pas une loi islamique. Et c'est eux qui m'ont arrêté vraiment quelques jours pour juste un voile coloré. Un voile coloré. Oui. Farid, ils font partie en fait du système, c'est ça en fait. Ils incarnent le régime, ils en sont le symbole, je dirais, le plus visible justement. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'ADN du système. Et même si avec les présidents réformistes, c'est tout à fait vrai qu'ils sont moins visibles, peut-être moins agressifs. Mais le problème, c'est que les présidents réformistes, que ce soit Khatami, il a été 8 ans au pouvoir, ou Rouhani, ils n'ont pas pu finalement débarrasser de la population iranienne de cette police. Et c'est peut-être pour ça aussi que la jeunesse aujourd'hui est très en colère. Parce que finalement, on se pose la question de la réforme. Est-ce que le système est réformable? On a eu des réformistes au pouvoir, eux, ils sont toujours là. Et à chaque fois, on a l'impression de prendre peut-être un pas en avant, mais 2 pas en arrière. C'est sûr que les filles aujourd'hui ne sont pas du tout voilées comme les années 80. Elles ont pu avancer, elles l'ont arraché elles-mêmes. Mais en fait, le voile en Iran, c'est le symbole aussi de la République islamique, une république religieuse, théologique. Et le Gasht el-Ershad, il faut plutôt traduire une police de la guidance islamique. C'est pour les femmes, pour leur imposer un mode de vie islamique, c'est pour les hommes aussi. Vous ne pouvez pas vous balader en short en Iran quand vous êtes un homme, vous ne pouvez pas être sous alcool. Donc c'est vraiment pour imposer cette mode de vie islamique. Et ça fait partie, bien évidemment, de l'ADN du système. Est-ce qu'ils peuvent arrêter aussi des couples qui ne sont non mariés? En fait, on est complètement à la merci. C'est ça, c'est arbitraire. Si jamais ils ont décidé qu'ils veulent faire du zèle ou que la tenue ne leur convient pas, on est complètement à la merci de cette police. Ça n'arrive pas tous les jours à tout le monde, mais ça peut arriver tous les jours à tout le monde. Et est-ce que vous avez été surpris par la mort de cette jeune fille, justement? Parce que finalement, elle a été arrêtée d'abord par cette police des mœurs et ensuite, elle est morte à l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé, d'ailleurs, entre les deux. Il y a une brutalité. Mais c'est choquant, une jeune fille de 22 ans qui vient à la capitale et qui est assassinée comme ça sans aucune raison. Bon, de toute évidence, elle a reçu des coups par la police. On sait qu'elle est assassinée, elle n'a pas fait une crise cardiaque comme le dit le régime. Et c'est complètement choquant. C'est pour ça que je pense que ça touche des millions d'Iraniens de classes différentes, que ce soit de classes défavorisées ou bourgeoises. Toutes les villes en Iran, de toutes les régions, les gens sont dans la rue parce que ça a complètement choqué toute la population iranienne. David Rigoulet-Rose, vous voyez, vous qui connaissez quand même très bien la région, une différence entre la mobilisation actuelle qu'on voit sur les réseaux et auparavant, comme il y en a pu y avoir en 2020 ou en 2020, il me semble qu'il y avait vraiment une très forte... 2017. Oui, c'est assez différent et c'est singulier parce qu'on touche peut-être quelque chose de central là, finalement, avec cette question du voile. Le paradoxe d'ailleurs, c'est que le régime, alors qu'il y a un écart qui se creuse entre sa population et les autorités, il fait montre d'un excès de zèle, hein, puisque le 5 juillet dernier, il y a eu un renforcement justement de la loi sur le voile, hein, pour développer une stratégie de diffusion de culture de la chasteté, je cite, hein, et avec la journée du 12 juillet du hijab et de la chasteté. Et puis il y avait début septembre un projet de loi qui avait été
été formalisée pour utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier les femmes dans le métro, par exemple, et pouvoir donner un certain nombre d'amendes en fonction soit du voile, soit du manteau, soit du maquillage excessif. Donc le régime est hors sol. C'est-à-dire que donc il y a un durcissement. Il y a un durcissement, mais ça c'est lié effectivement, comme vous disiez, à son ADN, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, et en même temps c'est une impasse parce que là il est conservateur sur le plus conservateur que les autres conservateurs, on va dire. De toute façon, toutes les instances du pouvoir sont aux mains des conservateurs aujourd'hui. C'est ça. Donc de toute façon, mais il y a une gradation. Il y a une gradation. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est un électrochoc, c'est une onde de choc, parce que la population est de plus en plus sécularisée au fil des décennies, et l'écart se creuse avec ceux qui gouvernent et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Farid Ouaid, il y a effectivement une différence avec 2020 ? Oui, et ce qui est intéressant, en fait, c'est que pour ces conservateurs-là qui sont au pouvoir actuellement, ils savent très bien que la majorité des Iraniens ne veulent pas d'eux. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils pensent à leur base, à la minorité qui soutient le régime. Et cette minorité-là, elle existe. Et le régime fait tout ça pour eux, pour leur dire « on vous entend, on n'a peut-être pas la majorité, mais on veut votre soutien ». C'est pour ça que Raïssi, hier à New York, qui prend le portrait du général Soleimani, c'est pour parler à eux, à cette base-là, pas aux autres Iraniens. Quand vous voyez ça, vous, Rezvan Zaidi, vous avez fui le pays et vous êtes exilé. Donc, ce que vous avez fui, c'est ça, c'est le régime, c'est cette privation de liberté. Vous ne pouviez pas vous exprimer, par exemple, faire les photos que vous souhaitiez. C'était ça la raison de votre départ? Oui, exactement, parce que quand j'ai dit que quand j'étais en Iran, plusieurs fois, c'est eux qui m'ont arrêté, la police de Gasht Ershad. Et après, moi, j'ai commencé de prendre une manifestation avec la photo parce que j'ai réussi que moi, si je continue, je viens rencontrer eux, si eux qui va finalement me tuer parce que pour les Gasht Ershad, c'est une chose très facile. Et moi, j'ai commencé de photographier le graffiti dans la rue. J'ai dit comme ça, j'ai une façon pour que mes photos viennent parler à ma place. Et après, en 2015, moi, je suis invitée par Anissou Domandara pour montrer les photos de graffiti en roue. Et après, vous n'êtes jamais rentrée? Non, maintenant, depuis 7 ans que je suis en France et je suis en exil, je ne peux pas rentrer. Et quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, toutes ces manifestations, toutes ces femmes d'ailleurs qui avec courage brûlent leur voile. Moi, je suis très contente. C'est vraiment choquant et triste pour moi quand je vois qu'il y a une femme sans péché, sans qu'elle soit coupable, il mort, tout ça, ça vient vraiment triste pour moi. Mais il y a une chose que je suis contente qu'eux demandent pour leur liberté et l'égalité. Et je suis fière de toutes les femmes et hommes qui sont dans la rue pour changer ce régime. Mariam, et puis malgré la répression, parce que là on parle, il y a une trentaine de morts selon les ONG, 17 selon ce que dit la télévision iranienne. En tout cas, la répression, est-ce qu'elle est peut-être plus forte même qu'en 2020? Est-ce qu'on a un peu cette impression en finalement même pas 6 jours? C'est exactement le même modus operandi que les autres crises. Moi, j'ai plus du tout de contact là avec mes proches à Téhéran. Il n'y a plus Internet, donc les dernières nouvelles sont totalement coupées, surtout le WhatsApp et Instagram, qui est vraiment un vecteur de communication. Donc j'ai eu quelques nouvelles ce matin et ça s'est recoupé de nouveau. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que tous les soirs, au moment où les manifestations commencent, il y a ce qu'on appelle les nilous, la police qui converge vers le centre de Téhéran, de partout. Certaines personnes me disent qu'il n'y a pas que des Iraniens dans ces brigades qui sont renforcées. Vous y aurait quoi d'autre que des Iraniens donc? On me parle d'Afghans, de personnes qui seraient extérieures. Je ne sais pas si vous avez un peu... Aussi, voilà, des forces extérieures qui viendraient prêter main forte à la police iranienne. Ce sont des hommes en noir qui se déploient massivement. C'est exactement la même stratégie qu'en 2017, 2018, 2019 et 2020. On coupe Internet, on essaie de couper l'Iran du monde, couper pour que les vidéos ne sortent pas d'Iran et puis mater les manifestations dans une répression. Là, les chiffres qu'on a, honnêtement, c'est des chiffres qui sont
sont loin des réalités. Très sous-estimées. Très sous-estimées par rapport à... Non, parce qu'on entend le soir, moi ce qu'on me rapporte, c'est des sons d'ambulance, c'est des tirs, ils tirent à balles réelles sur les manifestants. Pas partout, mais il y a des tirs à balles réelles sur les manifestants. On a enterré une jeune fille à Kealmancha et durant ses funérailles, il y avait des slogans anti-République islamique très forts. Donc on va regarder d'ailleurs une carte, Farid Vaïd. D'après ce qu'on entend dire, c'est que c'est plutôt dans le nord qu'il y a eu plutôt des morts, dans le nord, et également dans la zone du Kurdistan, c'est ça aussi Exactement, dans l'ouest de l'Iran, dans le nord de l'Iran. Téhéran bouge beaucoup, le centre du pays aussi. Après, il faut dire aussi, à la différence des autres manifestations, certes, le régime, ils ont la même tactique, mais moi, ce qui me frappe, c'est de voir le courage des Iraniens qui ne reculent pas cette fois-ci. En 2009, en 2009, ils ont reculé vraiment, parce qu'on se souvient que ça reculé dans le sens où, voilà, quand la police arrive, et forcément, vous avez peur. Et aujourd'hui, on voit des jeunes de 20, 21 ans, 22 ans qui sautent sur des voitures de police. C'est les forces de l'ordre qui reculent. Et ça, c'est aussi une frustration qui a été accumulée au fur et à mesure des années pour plusieurs raisons, mais le peuple est vraiment en colère aujourd'hui. Donc là, ça risque de durer plus longtemps, il y aura plus d'affrontements, enfin, c'est ça que vous pensez? Probablement, et donc la répression sera aussi probablement beaucoup plus sanglante. Et on va regarder justement cette carte, si on peut la voir, parce qu'on voit justement la ville dont vient également cette jeune fille, donc, qui a été Mahsa Amini, qui vient donc du Kurdistan, on le disait, on ne la voit plus, mais bref, il y a cette ville. Est-ce que ça a une importance, le fait qu'elle soit du Kurdistan, David Rigoulet-Rose, ou pas? Oui, parce que le Kurdistan est quand même une région très sensible pour le pouvoir central, ça l'a toujours été, et donc il y a une spécificité par rapport à Téhéran, mais c'est pas cantonné au Kurdistan, parce que Sari c'est Mazandaran, donc ça n'a rien à voir avec le Kurdistan, et pourtant c'est là où il y a eu la fameuse vidéo, des femmes qui brûlent leur voile. D'ailleurs, donc ça c'est au nord-ouest de Téhéran, qui brûle les portraits du guide suprême aussi. Oui, qui brûle. Et puis, c'est pas forcément accidentel, mais c'est une zone ancienne de culture zoroastrienne. Donc, avec la culture du feu, etc. Il y a un côté cathartique dans la vidéo donc, c'est assez intéressant. Symbolique. Et pour revenir par rapport aux autres années, aux autres événements en 2017, 2009, etc., là, on a le sentiment que c'est plus transclasse sociale. C'est-à-dire que c'est moins segmenté socialement que ça ne l'était. En 2017, il y avait eu la hausse du prix de l'essence qui touchait une catégorie particulière, etc. Et là, manifestement, c'est une couleur qui gronde, qui est profonde, qui traverse toutes les couches de la société. Et donc, c'est probablement un moment important pour l'histoire de la République islamique d'Iran. Donc, ça n'est pas simplement une révolte sociale non plus, même s'il y a une très forte inflation en Iran, même si j'imagine qu'il y a une contestation liée à la vie. C'est sociétal. C'est sociétal. C'est une crise politique. C'est une crise politique, pas seulement... contre le régime. Ouais. Vous pensez? Oui, c'est une crise politique. On voit toutes les villes. Et en 2019, c'était après l'augmentation du prix du carburant, donc c'était les zones défavorisées. En 2009, c'était l'électorat de Milo Hossein Mousavi qui contestait la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Aujourd'hui, c'est tous les Iraniens, jeunes, âgés, des grandes villes, de la campagne, aisés, moins aisés. Et c'est là que c'est très fort, c'est très symbolique, mais ça peut faire aussi très peur au régime. Donc la répression aussi sera probablement très forte aussi. Beaucoup plus forte peut-être même qu'à l'époque. Mariam, on se souvient en tout cas de cette chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka, parce qu'elle avait été notre invitée sur France 24 il y a 2 ans. Elle est toujours assignée à résidence d'ailleurs à Téhéran, privée de liberté. Le cinéaste et opposant iranien Jafar Panahi, celui qui a fait Taxi Téhéran, ce film formidable, lui aussi a été interpellé. Je crois qu'il est condamné à je ne sais combien d'années, 6 ans de prison, c'est ça. Donc, et cette répression, on peut dire qu'elle n'est vraiment pas séparée de la situation internationale de l'Iran, parce qu'en fait, ils sont aussi utilisés comme des monnaies d'échange par le régime iranien. Il faut peut-être redonner un peu de contexte. Il y a aussi Mohammad Rasoulov, qui a fait un film très beau, sur Le Diable... Je n'ai plus le titre, j'ai le titre en persan. Bref, il a fait un très beau film. Lui aussi a été arrêté. Il y a une dépression sur les cinéastes, notamment Saïd Roustahi, qui a sorti le très beau La Loi de Téhéran, et dernièrement les frères de Leïla, qui est sublimissime. Lui, il est sous pression aussi parce que son film n'a pas été vu. Il est interdit de diffusion en Iran. Il y a une vraie pression, effectivement, sur le monde artistique, sur les cinéastes. Il y a eu des arrestations de photographes. Rihanna Taravati, que vous devez connaître. Mina Keshavaz, enfin, je veux dire, des personnalités publiques connues, reconnues dans leur milieu. Il y a aussi l'émergence d'un MeToo, d'un mouvement MeToo en Iran. Et toutes les personnes qui en parlent sont arrêtées. On leur prend leur passeport. On leur interdit de sortir du territoire en disant qu'elles vont être jugées. Donc, je veux dire, ce durcissement, il est sur
tout le monde. Il est sur les femmes, effectivement, les anonymes dans les rues iraniennes, mais aussi sur le monde artistique. En fait, on a l'impression qu'il veut refermer le pays. On assistait à une ouverture sous Hassan Rouhani avec un regard porté vers l'Ouest, la fin des sanctions occidentales, un vrai espoir qu'on puisse commercer avec les Européens, que l'Iran ne soit plus un paria. Et là, on est en train de refermer l'Iran. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Et pendant que le pays s'embrase, eh bien, à l'ONU, le président iranien s'est montré accusateur. Dans son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York hier, il a dénoncé donc Ebrahim Raïssi le 2 poids 2 mesures des Occidentaux, puisqu'il a dit qu'en matière de droits des femmes, il a pointé par exemple le sort des femmes autochtones du Canada ou celui des Palestiniennes dans les territoires occupés. Et il a aussi évoqué les négociations sur le nucléaire iranien. On l'écoute. En tant que chef du gouvernement de la République islamique d'Iran, j'affirme que l'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire. Et ces armes n'ont aucune place dans notre doctrine. Cela a été annoncé dans une fatwa officielle du chef suprême Khamenei. Et tout cela se déroule dans un environnement où les pays qui cherchent à nous montrer injustement comme une menace continuent de poursuivre le développement et les tests et ont donné ces armes de destruction massive au régime sioniste. David Rigoulet-Rose, il est caduc cet accord. Je vais vous faire intervenir aussi ensuite. Mais... malheureusement, la finalisation tant espérée... cet accord donc, sur le nucléaire iranien... se fait attendre, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que manifestement, il y a une obstruction iranienne en fin de parcours. Qui hypothèque cette finalisation, notamment sur le refus de l'Iran de répondre sur un dossier très sensible à l'AIEA. L'AIEA, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des enquêtes sur 3 sites. Il y a 3 sites qui ont été non déclarés où il y a de l'uranium anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, inexplicable autrement que par des travaux secrets. Et l'AIEA demande, c'est son rôle, demande des réponses. Justement à l'existence de cet uranium anthropique. Et il y a un refus catégorique, manifestement, de Téhéran, qui va jouer sur d'autres registres pour, finalement, différer la finalisation d'un accord. Est-ce qu'effectivement, ils peuvent avoir, est-ce qu'ils ont la possibilité de sortir une bombe nucléaire, pour faire simple, non, alors, les Iraniens? Il faut dissocier la bombe et le vecteur. En termes d'uranium enrichi, oui, aujourd'hui, l'Iran est à 60%, voire au-delà. Donc, ils peuvent passer à 90% et fabriquer une bombe. Assez rapidement, oui. Et donc, c'est en quelques semaines, enfin, c'est faisable tout à fait à court terme. En revanche, après, il y a le phénomène de la vectorisation. C'est une autre étape, c'est-à-dire mettre un engin façonné dans un vecteur pour pouvoir... Mais sur le fond, l'Iran est devenu un pays du seuil. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. On n'est plus dans la situation de 2015. L'Iran a un savoir-faire qui a été capitalisé, sur lequel on ne reviendra pas, même si on mettait de côté les stocks d'uranium enrichi. Et donc, de ce point de vue-là, l'Iran a fait sienne la doctrine d'Obama à l'époque de patience stratégique. Elle est parvenue au fait d'être objectivement au seuil de l'arme nucléaire. Et en même temps, oui, ils disent que c'est la faute de responsabilité. Voilà, enfin, ils disent que c'est la faute de Donald Trump déjà qui est sorti de l'accord. Et les Européens aussi, vous dites. Bien sûr, les Iraniens, ils ont joué le jeu. Ils se sont pliés à toutes les exigences. Ils ont fermé 4/5 de leur centrale. Il y a une vraie volonté que cet accord ait marché. Puis d'un coup, Donald Trump a décidé de sortir de cet accord. Les Européens n'ont jamais eu le courage, il faut le dire, je pense, de contourner ces sanctions américaines. On avait parlé ils ont essayé quand même. Ils ont essayé de mettre en place jamais marché. Et il y a un vrai sentiment d'amertume en Iran de la part vis-à-vis des Européens. Et on a l'impression que les Européens ont abandonné les Iraniens. Donc, à un moment donné, ils ont attendu. Puis en 2019, ils se sont dit, voilà, on n'a aucune... Parce que cet accord, il est encore vivant. Et pourquoi Farid Vaïd, finalement, il le souhaitait au départ, parce qu'ils sont remis à la table des négociations. C'est exactement pour ça que les conservateurs ne sont pas pressés de signer. Parce que si c'est pour signer un accord, dans 2 ans, un nouveau président républicain élu aux États-Unis qui ressort de cet accord, c'est inexplicable pour leur base électorale. Ils ont critiqué Zarif pendant 8 ans en disant qu'il était naïf de faire confiance aux Américains. S'ils font la même chose aujourd'hui, et en plus, ils ne sont pas pressés. Pourquoi? Plusieurs raisons. La guerre en Ukraine. Ils attendent déjà de voir les conséquences cet hiver pour les Européens. Eux, dans leurs calculs, ils pensent être plutôt en position de force. Et en plus, c'est la philosophie... Exportateur d'hydrocarbures. Exactement. Et c'est aussi la philosophie du regard vers l'Est du guide et de Raïssi. Ça veut dire regarder vers la Russie, vers la Chine. C'était le discours de Raïssi, un nouvel ordre mondial. Donc, il y a une part d'idéologie, mais aussi ils sont pragmatiques. Le prix du pétrole augmente, donc ils vendent quand même du pétrole chinois. Ils ont un peu plus de revenus. Et ils pensent pouvoir
réussir à gagner un peu de temps et refaire un calcul des rapports de force après les élections midterm aux États-Unis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder la presse iranienne ce matin et de voir donc les photos de Emmanuel Macron et de Ebrahim Raïssi, tous les deux donc aux Nations Unies. Manifestement, la presse en a beaucoup parlé. Voilà, on voit donc cette image. Et ça vous fait réagir, justement, Rezvan Zaidi, de voir Emmanuel Macron avec Raïssi comme ça en une de la presse iranienne? Moi, à mon avis, quand j'ai vu qu'ils sont en train de parler, si Macron il a parlé pour que les femmes iraniennes avoir la liberté, égalité. Alors il dit qu'ils en ont touché un mot. Enfin, c'était pas le cœur du sujet, c'était l'accord sur le nucléaire. Oui, exactement, parce qu'on sait jamais qu'ils ont discuté sur exactement quel point, mais j'espère que soit parler sur leur liberté et égalité pour les femmes iraniennes. Si soit ça, à mon avis, que c'est une chose positive. Sinon, moi, j'aimerais pas que si tu parles avec une dictature. Juste pour... Vous le déplorez, en fait. Oui, exactement. Il faut comprendre que les conservateurs, ils ont très bien utilisé les images en disant que Raïssi a fait attendre Macron, qu'il a eu une réponse très ferme sur la situation des femmes. Et Raïssi, il est parti à New York pour ce genre d'image. Aujourd'hui, il n'a pas fait une interview avec Cécile Amonpour parce qu'elle n'était pas voilée. Ouais, vous imaginez Donc, la présentatrice de CNN. Exactement, oui. Il lui demande aux États-Unis de mettre un voile pour l'interview. Ahmadinejad n'avait pas fait ça à New York. Bah, sur CBS, d'ailleurs, sur CBS, la journaliste américaine avait mis le voile. Ouais. Oui, c'était intéressant qu'elle a dit devant le journaliste qu'on a la liberté pour les femmes et les femmes qui choisissent sont... Et il fait tout ça pour sa base électorale. Mais il y a une chose que c'est intéressant que c'est le haut qui a obligé de porter le voile pour le journaliste. Alors, ça veut dire que même ici, avec votre interview, il n'y a pas de liberté. Ça veut dire qu'ils imposent le voile partout. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent, Mariam, c'est intéressant, ils utilisent finalement cette entrevue entre le président français et le président iranien. Vraiment, c'est le régime qui l'utilise de son côté, en sa faveur. La photo, elle ne passe pas du tout en Iran. Je veux dire, on est face à une répression quand même sanglante, il y a des morts, et il y a le président d'une des plus grandes démocraties au monde qui serre la main tout sourire à Ebrahim Raïssi. Cette photo, elle est très commentée, mais de manière négative Emmanuel Macron dit par la population. Il évoquait les accords de Vienne, David Rigoulet-Rose, en même temps, c'est ce que dit Emmanuel Macron, qu'il l'a vu pour évoquer ces négociations. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y renonce pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un risque d'instrumentalisation qui a été stigmatisé justement par les Iraniens, en disant, bon, voilà, finalement, ça sert plus à Raïssi qu'au président Macron. Est-ce que l'influence de l'Iran est plus importante aujourd'hui, puisqu'on parle question internationale, au Liban, en Irak et en Syrie, David Rigoulet-Rose ? Elle demeure importante. Je ne dirais pas qu'elle est plus importante, parce qu'il y a une forme de reflux contraint en réalité, et pas uniquement pour des raisons de manque financier. Il y a eu l'assassinat de Soleimani qui a été quand même dont il a parlé d'ailleurs à la tribune des Nations Unies. 3 janvier 2020, donc qui a été quand même quelque chose qui a été un marqueur fort. Un choc en Iran, mais pas seulement. Donc redonner un peu le contexte, assassiné par les Américains, et lui c'était le symbole. Voilà. Donc le bras armé des passedarans à l'étranger, très présent en Irak justement, et où il a été assassiné à Bagdad. Et donc c'était une réponse américaine à un certain nombre de manifestations d'activisme de la part de Téhéran. Et c'est vrai que depuis lors, il y a un espèce de statu quo qui s'est fait. L'Iran rencontre des difficultés dans les pays sur lesquels il avait une influence très importante, y compris au Liban d'ailleurs. Il y a aussi des difficultés. Quelles difficultés au Liban ? Parce que le Hezbollah, on ne peut pas dire que déjà une marge de manœuvre quand même financière réduite, parce qu'il y a toujours les sanctions. Donc il y a un volet financier qui était très large avant et qui s'est réduit quand même de fait. Et puis une forme de nationalisme qui ressurgit dans les pays arabes, que ce soit en Irak, même au Liban, qui fait que finalement, ce qui est perçu comme l'influence iranienne est vu beaucoup moins favorablement qu'il y a une dizaine d'années, on va dire. On le voit en Irak, ça peut-être, justement, entre les pro-iraniens et oui, exactement. On voit la division des chiites en Irak. Il faut dire que le général Soleimani, il arrivait un peu à faire une union entre ces groupes chiites. Son successeur, il ne parle pas arabe comme lui. Il n'a pas la même expérience sur le terrain en Irak, donc ça a été un coup très dur aux gardiens de la révolution, à leur opération dans la région. C'est aussi une question de financement,
un pourcentage du PIB iranien, c'est pour l'armée, pour leur action militaire dans la région. Donc aujourd'hui, avec la crise économique, forcément, moins de financement pour les groupes dans la région. Là, il brandit le portrait justement du général Soleimani. Oui, exactement. C'est très symbolique qu'il fait ça pour ses partisans, parce que le général Soleimani est très apprécié par les conservateurs en Iran. Et donc, c'est tout un symbole en disant que dans la rue, elles sont en train de manifester pour le voile, et moi, je prends ce portrait à New York. Rezvan, vous qui aimez l'image, là, effectivement, on voit toute cette communication politique de la part du président iranien. La communication politique à travers les images, à travers la photo, justement. Je pense que dans mon chemin que je prends la photo, il y a une chose que je pense que pour montrer la photo en Iran, c'est vraiment une grande comme arme pour le gouvernement iranien. Si on fait attention dans toute la rue, qu'on voit les photos de Khamenei et les d'autres gouvernements qui sont importants comme Soleimani. Et c'est pour ça que toujours, c'est eux qui utilisaient les photos comme une arme pour montrer que... Je pense que c'est eux qui trouvent les forces dans les photos. Et il y a un côté que, à mon avis, c'est pour ça que c'est eux qui n'aiment pas de présenter beaucoup de photos qui sont contre eux. La même par exemple, dans le cinéma ou dans mon C'est la guerre des images. Exactement, c'est le photo. C'est pour ça que c'est eux qu'il faut arrêter les photos qui sont contre et faire le censure, mais pour eux qui montrent les photos. Je pense que ça, c'est... La guerre des images est importante. Farid Baïd. Oui. D'ailleurs, il y a une fête aujourd'hui qui célèbre justement, me semble-t-il, la victoire contre, enfin en tout cas, la guerre en Iran-Irak. Je cherchais justement dans mes feuilles exactement quelle était cette fête, mais là aussi, il y a des images. Et voilà, on voit les images en ce moment-là. C'est une période de deuil aussi. Oui. C'est le début, voilà, le début de la guerre. Si je ne me trompe pas, ça doit être la semaine de la défense nationale. Quand la guerre Iran-Irak a débuté dans les années 80. Oui, donc... En 1980. Donc ça, voilà, ce défilé militaire qui a eu lieu donc aujourd'hui. Donc on voit que ça, historiquement, c'est important aussi pour eux de célébrer ce type de date. C'est l'armée. Après, il faut rester nuancé dans le sens où tous les Iraniens ont beaucoup de respect pour les morts de la guerre Iran-Irak. C'est des jeunes qui sont partis défendre leur pays, qui avaient finalement le même courage que les jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue. Mais c'est sûr que le régime instrumentalise leur mémoire à des fins politique, mais en Iran, dans presque toutes les familles, vous avez un jeune qui a perdu sa vie lors de la guerre Iran-Irak. Et ce qui est, je trouve, quand même vraiment inacceptable, c'est cette instrumentalisation par le régime de leur mémoire. Mariam, oui, vous l'avez connu, ça. Moi, j'y suis allée, j'ai couvert ce défilé. Enfin, c'est-à-dire que quand on est journaliste là-bas, on a invité... donc j'avais filmé des images, il faut venir très tôt le matin. C'est une démonstration de force, mais comme il y a dans beaucoup de pays de la région, en Corée du Nord ou d'autres, sans faire de parallèle, mais oui, c'est une démonstration de force. Ils jouent sur le souvenir. C'est vrai que... Ça mobilise quand même ou pas? Non, ça ne mobilise pas. Ça mobilise une certaine partie. Ça mobilise la partie qui vote pour Ebrahim Raïssi. David Rigoulet-Rose. Oui, non, mais c'est sûr, c'est instrumentalisé. Cela dit, il y a quand même une mémoire partagée qui reste, y compris pour les jeunes générations. Il y a un respect quand même pour ce qui s'est passé, même si c'est pas connu, si ça n'a pas été vécu. C'est là où le régime est habile, effectivement, parce qu'il ravive il utilise ça en sachant que c'est une mémoire partagée et il peut jouer sur les différents générationnels pour essayer de cimenter, même si le noyau dur, c'est évidemment les quinquagénaires, enfin tous ceux qui ont vécu cette période. Et en fait, on appelle ça la génération brûlée, Nasr Sourté, cette génération qui a connu la guerre Iran-Irak, les privations pendant 8 ans. Vous connaissez peut-être mieux que moi. Oui, parce que c'est l'époque il y a 30 ans, comme ça, que c'est pour ça qu'on dit le Nasr Sourté. Oui, parce que dans cette époque, il avait beaucoup de contrôle et ils ont vraiment... dans cette époque, il y a beaucoup de personnes qui étaient contre, c'est eux qui a tué. Et c'était... C'est une génération qui a vécu les manquements, qui a vécu les bombes qui tombaient sur l'Iran. Et donc, c'est une génération perdue, quoi. Oui, c'est ça. Alors, on va revenir justement aux manifestations. Est-ce que, Farid Baïd, est-ce que ces manifestations, on voit déjà la répression, mais est-ce qu'elles pourraient venir à bout du régime iranien? Je ne pense pas qu'il y aura un changement de régime ou une révolution dans 2 semaines ou dans 2 mois. En revanche, il ne faut pas penser, ce que j'entends
de temps en temps que ce mouvement, de toute façon, ne sert à rien parce qu'il y aura une répression. Non. À chaque fois, c'est un pas, j'en suis persuadé, vers un changement profond, vers la liberté. Pour vous, Oui, les manifestations, de toute façon, on voit que les manifestations changent de nature. C'est de plus en plus violent, les gens sont de plus en plus en colère. Il ne faut pas croire que ça va mener à rien, mais il ne faut pas non plus penser que dans 2 semaines, il y aura un changement de régime. C'est un État très structuré, militaire, sécuritaire. Ils ont quand même une minorité, entre guillemets, fanatique, qui est prêt à tuer. Ils sont religieux, c'est une dictature religieuse. Donc ils ont quand même leurs partisans. Mais il y a toute cette majorité, on va dire, d'Iraniens, de jeunes qui veulent autre chose. Et l'avenir leur appartient. Donc un jour, ça changera. Est-ce que ça sera dans 2 semaines? Je ne pense pas. Mais ça un jour, ça changera, vous dites. Oui. Parce que quand même, ce qui est incroyable, Mariam, c'est que ce régime tient toujours depuis 1979. 43 ans. Donc 43 ans, c'est 43 ans, effectivement, c'est assez incroyable parce qu'il tient alors quand même il a commencé avec une guerre qui a duré 8 ans, un embargo, plus d'une dizaine d'années de sanctions et des mouvements. Et en fait, cette contestation... elles sont matées dans le sang, on ferme le pays et on revient à une vie normale. Mais effectivement, je pense qu'à chaque contestation, on fait un petit pas. C'est peut-être un petit pas, mais on gagne certaines choses. Et de toute façon, je pense que les autorités ne peuvent plus rester sourdes face à une colère qui gagne tout le pays. J'ai vu des personnes âgées aussi qui manifestent à côté de la jeunesse. Vous savez, des personnes âgées qui ont enlevé le voile. Le voile, oui. Donc ça, 80% de la population iranienne a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'elle n'a connu que la République islamique et elle ne veut plus de ces dictats. Et ça, c'est un pays qui est très connecté aussi vers les réseaux sociaux, vers Internet. Et ça, les autorités ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. Il y a une guerre de succession en ce moment, il faut peut-être dire un mot là-dessus, David Rougueau-Larose, qui est la succession du guide suprême, Khamenei, Ali Khamenei. Donc, ce n'est évidemment pas un hasard. J'imagine que cette répression arrive en ce moment. Évidemment, sensible parce qu'il est malade depuis longtemps. Il a disparu des écrans la semaine dernière, donc il y a eu des spéculations sur son état de santé. Il est revenu pour montrer qu'il était toujours aux commandes, etc. Parce qu'évidemment, c'est la statue du commandeur, hein, c'est la pierre autour de... Le guide suprême, c'est lui qui a tout pouvoir en Iran. Donc, c'est lui qui, effectivement, imprime la marque au Nizam, au système iranien. Après, les autres institutions c'est lui qui dirige l'Iran. Oui, c'est lui qui dirige. Et en dernier ressort, c'est lui qui décide, notamment pour le nucléaire. Pas seulement, mais enfin, notamment pour le nucléaire. Donc, évidemment, le successeur, la succession, c'est très opaque. Hein. Donc, la succession, elle devrait se faire entre son fils, d'après ce que j'ai lu. Mojtaba n'est pas tellement bien placé pour succéder et Ebrahim Raïssi. Oui, mais même Raïssi n'est pas forcément en odeur de sainteté, je dirais. Donc, ça sera l'Assemblée des experts, de toute façon, qui décidera. Et il y a beaucoup d'inconnus. C'est une variable à plusieurs inconnus, en réalité. Ah oui, c'est une réelle crise politique, je pense. Après, si nous, on est en train de parler de ça, ça veut dire donc que ça ne sera pas l'un des deux, forcément. Ils pensent aussi. Le problème, non, pas forcément. Raïssi, il manque de charisme. Il ne parle pas bien, ce n'est pas un bon orateur, il n'est pas charismatique. Moi, d'abord, le problème, ça fait une dynastie. Ils ont fait toute leur idéologie contre la monarchie et là, la République islamique va devenir une monarchie. Mojtaba, il n'a pas de présence politique ou médiatique. Donc Khamenei le fils. On le connaît, mais on ne l'a jamais entendu, il n'a jamais de présence. Je pense qu'ils pariaient sur Raïssi, c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour qu'il devienne président de la République. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le niveau. Il n'y a pas l'envergure. Voilà. Alors, qui d'autre, Mariam? Il y a d'autres candidats? On ne sait pas. Ça va être une surprise du chapeau. Ah bon, je ne vais pas faire un jeu de mots, mais non, mais effectivement, ça va être une vraie guerre de succession. L'Iran peut entrer dans une grave crise politique parce que chacun va vouloir défendre son pouvoir, son influence. C'est un. Et quand vous dites chacun, on parle quand même d'un petit noyau de conservateurs là. Il y a les passes d'Aran aussi. Hein. En fait, c'est surtout les gardiens de la Révolution. Voilà, les gardiens de la Révolution. Il y avait à un moment donné les spéculations selon lesquelles cette République islamique allait passer sous la main des gardiens de la Révolution totalement. Alors juste, il faut expliquer ce que c'est aux téléspectateurs qui nous regardent, les gardiens de la Révolution, les fameux Pasdaran. Donc en fait, ce sont des militaires qui sont... c'est l'armée, on appelle tiennent l'économie aussi du armée pays. Idéologique, ils tiennent 50% de l'économie, on dit peut-être beaucoup plus. L'armée du régime. Pour remettre dans le contexte historique, ils ont été créés après la Révolution parce que le régime ne faisait pas confiance à l'armée impériale du Shah, donc ils voulaient créer eux-mêmes leur propre force de l'ordre. Juste une petite nuance sur le guide. Selon la constitution iranienne, c'est possible d'avoir un conseil de guidance. Oui. C'est-à-dire 3 personnes qui forment un conseil et qui guident eux le pays. C'est de Rafsanjani. Ça sera peut-être une possibilité. En tout cas, c'est dans la constitution iranienne. Ça serait une possibilité. Du coup, ça serait peut-être plus ouvert si ils étaient 3 au lieu d'1, si je puis dire, Revzan.
Pardon? Si justement ils élargissent ce conseil à 3 personnes, ça sera peut-être plus ouvert? À mon avis que non, parce que c'est déjà, ils ont transféré leur idéologie pour continuer de leur chemin. Non, donc ça ne changera pas grand-chose? À mon avis que non. David Rigoulet-Rose, cette succession, il y a une guerre, il y a les passes d'armes, enfin on reste dans le régime. Ça pourrait minorer une guerre fratricide, on va dire, de la succession individuelle. C'est-à-dire ça mutualiserait la succession. Dans un premier temps, ça pourrait être une option, effectivement. J'évoquais le cas de Rafsanjani, puisqu'il l'avait, à l'époque, il avait évoqué, effectivement... Qui lui incarnait la réforme, c'est un réformateur. Oui, alors c'était l'idée qu'il n'y ait pas un guide suprême, mais qu'il y ait une espèce de... Voilà, de triumvirat. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on est à un moment, justement, un peu fragile en ce moment, lié à cette histoire de succession? Est-ce que ça pourrait attiser encore des oppositions? Je pense que le système se sent très vulnérable. Vous avez une grande crise économique. Le pays quand même est économiquement paralysé, complètement isolé du monde. Une crise politique. Raïssi souffre de légitimité politique. Il n'a pas été élu. C'était une nomination présidentielle. Les autres candidats ont été filtrés. Donc Raïssi, il ne faut pas oublier que Raïssi, c'est aussi les années 80, c'est aussi les exécutions des opposants des années 80. C'est une crise politique, le guide est âgé, il est malade, le système se sent forcément vulnérable et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'ils réagissent de cette manière en ce moment parce qu'ils doivent se sentir affaiblis. La répression... Le moment où a été élu Ebrahim Raïssi, c'est le taux le plus bas de participation de toute la République islamique, c'est moins de 50%. Donc ça prouve bien qu'il n'a plus aucune légitimité. Enfin, les présidents... Hassan Rouhani, il y avait une vraie mobilisation. Moi, je me souviens de bureaux de vote qui fermaient à minuit, tellement les personnes allaient voter, Ratamis pareil, parce qu'il y avait un espoir à l'époque. Un espoir que l'Iran s'ouvre. Sauf qu'effectivement, là, c'était un simulacre d'élection. Les jeunes, les Iraniens ne se sont même pas déplacés aux urnes. Et encore 48%, peut-être que ce chiffre a été gonflé de participation. Vous avez un espoir, vous, que ça change un jour, Rezvan, et retourner dans votre pays? J'espère que oui, j'espère. Seulement s'il y a une fin du régime? Fin de régime, exactement, j'espère. Et vous pensez justement, comme Farid Vaïd, que c'est cumulatif, ces manifestations, qu'au bout d'un moment, ça changera? Bien sûr que... Toujours, les manifestations peuvent changer beaucoup de choses et ça peut aider pour réussir les choses que les femmes et les hommes qui vont dans... Avoir plus de liberté. Plus de liberté dans le pays, oui. David Rigoulet-Rose, vous pensez que ça changera un jour en Iran? De toute façon, le régime structurellement est condamné. En plus, il y a l'horloge biologique qui joue en défaveur de ceux qui sont au pouvoir, de toute façon. Oui, mais comme il y a toujours des successeurs, il y a toujours des clans. Oui, mais il est condamné parce qu'il ne peut pas se réformer de l'intérieur. D'ailleurs, c'est une partie de ce qui explique l'échec à la fois du mouvement vert et de ce qu'on a appelé les réformateurs. Il ne peut pas se transformer de l'intérieur. Donc, il a vocation, entre guillemets, à tomber un jour ou l'autre. Alors, la question, c'est quand? C'est toujours pareil. Comment? Mais ce type d'événement-là est susceptible de constituer un accélérateur. Quand même, hein. On ne sait jamais, il peut y avoir des points de bascule. Au niveau du pouvoir, non? Non, mais au niveau de l'onde de choc qui traverse toute la société, c'est une crise sociétale, c'est pas une crise socio-économique là. Hein. Elle s'ajoute à la crise économique, mais profondément, c'est une crise sociétale. Sur ce qui fait l'ADN du régime, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc le pouvoir pourrait reculer? Je pense pas dans l'immédiat, non. Mais donc, il est dans une impasse. Le pouvoir. Oui. Mais ça changera forcément un jour parce que c'est une anomalie, parce qu'on est face à une société qui veut autre chose, radicalement différente, un État qui donne quelque chose d'autre. Il faut aussi comprendre l'histoire de l'Iran. L'Iran est un pays qui a eu beaucoup de dynasties, beaucoup de changements de dynastie. Moi, je vois un peu la République islamique comme une dynastie comme les autres qui changera un jour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. En tout cas, les manifestations continuent. On va suivre ça de près. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous. Merci Mariam Pirzadeh, Farid Vaïd. Et merci à vous Rezvan Zaidi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.